Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre 1 an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube, 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey! Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en discoupe en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Et entre 2 interviews invitées, retrouve les épisodes solo, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette Fast Interview de Double Cosmos. C'est qui? Hey, psst, c'est qui? Bonjour, c'est Eva Mazur pour le podcast Double Cosmos. Ton job? Mon job, ça dépend des jours. Je suis chef de projet pour un site qui s'appelle l'Optimisme. Je suis formatrice en santé mentale, auteure et aussi père aidante. Sympa. Ta mission dans la vie? Elle évolue tout le temps, ma mission de vie. Je dirais ma mission de vie, c'est d'essayer de créer des espaces de reliance les uns avec les autres. Voilà, pour permettre l'émergence d'un monde un peu plus conscient, un peu plus optimiste, un peu plus tourné vers l'amour de soi et des autres. Et ça passe par différentes activités. Et ton plus grand talent? Rencontrer. C'est un vrai talent de rencontrer vraiment l'autre dans toutes ses dimensions d'être humain. Et c'est merveilleux de savoir rencontrer. Est-ce que tu voudrais que les gens se rappellent de toi? J'aimerais qu'ils se rappellent que je suis un coquelicot, c'est-à-dire à la fois fragile et éphémère. Parce que quand on se rappelle que les choses et les gens sont éphémères, qu'ils ne durent pas pour toujours, on a tendance à plus les apprécier. Pas mal. Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de rétablissement, de santé mentale, de comment on peut aider une personne de notre entourage qui souffre d'un problème de santé mentale ou qui est en souffrance psychique. Alors c'est parti mon kiki. 5 mythes versus réalité. On commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue? Alors si on prend le sujet des troubles psychiques, je crois qu'il y a encore énormément de préjugés qu'on doit faire évoluer, comme par exemple associer troubles psychiques ou maladies psychiatriques à la dangerosité. Penser que les personnes qui vivent avec un trouble psychique, c'est un manque de volonté, c'est de la fainéantise ou bien qu'elles sont incompétentes. Voilà, tous les préjugés qui existent encore autour des troubles psychiques. Et le préjugé qui me rend le plus dingue, je crois que c'est de croire que les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont différentes de nous. Enfin, moi, je pense que plus on arrivera à se rapprocher, à enlever cette distance entre un eux et un nous, et plus on arrivera, je pense, à faire évoluer nos représentations sur les troubles psychiques. Alors, je te dirais que les troubles psychiques, c'est un terme très générique finalement, puis un terme médical qui recoupe une variété en fait de situations et des sous-catégories très très larges. On connaît tous les grands troubles psychiques parce qu'on en entend parler, la dépression, l'anxiété, la bipolarité, la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire. Dans les grandes classifications, il y a des centaines de troubles, il y en a environ 400. Et encore, il y a autant finalement de dépression, de schizophrénie, de bipolarité que de personnes qui vivent avec ces troubles. Pour moi, c'est important de se le rappeler parce que les modes d'expression, la manifestation d'un trouble varie énormément d'une personne à une autre. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. Tout le monde ne sait pas ce qu'est le rétablissement en santé mentale. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes concernées par un trouble psychique n'ont jamais entendu ce mot. Il n'y a pas une définition unique du rétablissement. Quand on parle du rétablissement en santé mentale, on n'évoque pas uniquement la dimension médicale, c'est-à-dire la réduction ou la disparition des symptômes, mais aussi le rétablissement personnel, c'est-à-dire le rétablissement tourné vers la personne, vers ses aspirations, vers ses désirs. Comment une personne, au-delà d'un trouble, peut vivre une vie qui, à ses yeux, est satisfaisante et riche de sens et épanouissante. Donc finalement, le rétablissement, c'est très intime. Il peut y avoir autant de définitions que de personnes concernées par cette question.
Moi, j'ai une définition très personnelle du rétablissement que je livre en formation. Je considère que le rétablissement, c'est ni une fin atteignable, ni un but en soi, mais un mouvement permanent qui trouve son tempo en suivant le métronome de l'espoir. Pour moi, c'est un chemin qui m'est impossible de quitter et qui a qu'une seule direction, c'est-à-dire l'équilibre et la liberté intérieure. La question qu'on te pose tout le temps et celle que t'aimerais plutôt qu'on te demande à la place. Ben, tu vois, en tant que père aidante, alors le père aidant, c'est une personne qui a le vécu du trouble psychique et qui va aider, accompagner d'autres personnes qui ont un vécu similaire. La question qui m'est souvent posée, et parfois sans trop de tact, c'est quoi ton trouble psychique? Alors ça dépend comment elle est, amenée, hein, bien évidemment, mais elle peut être vécue parfois de façon stigmatisante et réductrice. Parce que moi, dans mon cheminement, aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de me désidentifier cette étiquette qui m'a été posée, un jour, qui m'a sans doute été utile pour comprendre, ce que je vivais à certains moments. Un trouble psychique, pour moi, un diagnostic qui est émis par le corps médical, c'est qu'une grille de lecture du monde, parmi d'autres qui existent. Et une question que j'aimerais qu'on me pose plus souvent à la place, c'est: «Qui es-tu, en fait, derrière cette étiquette?» Ou bien une autre question que j'aimerais qu'on me pose, c'est: «Quel est ton rêve à toi? Quel est le rêve qui te tient le plus à cœur?» Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene derrière tes photos Insta? Alors, je suis pas très réseaux sociaux à la base. Mon compte Insta, il s'appelle Demain vers toi, avec, un jeu de mots, le 2 en chiffres et puis les mains, Demain vers toi, et ce sont en fait des photos de mains d'amis ou bien d'inconnus que je rencontre, dans la rue ou au détour de la vie et à qui je demande: «Si ta main était un message d'espoir, que dirait-elle?» Et en fait, sur mon compte, bah, il y a la photo des mains de ces personnes avec leur message d'espoir. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai créé ce compte sur le quai d'une gare en pensant à la question du suicide et du désespoir. Et en me rappelant ma propre expérience, ce qui a pu me faire tenir en vie à certains moments, ça pouvait être une phrase entendue ou bien lue quelque part qui a résonné et qui a permis comme ça de faire tenir le fil de l'existence. Donc les gens ne savent pas, behind the scene, que ce compte Instagram en fait est un compte pour la prévention du suicide, puisque je me suis dit en le créant, bah si ça se trouve quelqu'un tombera peut-être un jour sur l'un de ces messages d'espoir au bon moment pour lui, comme ça a pu être le cas pour moi à certains moments de ma vie. Le petit truc has-been dont tu vantes quand même les mérites pour le bien de l'humanité. Alors, je dirais pas que c'est has-been, mais disons, c'est vu et revu, hein, sur les communications qu'on voit aujourd'hui sur la santé mentale. C'est, tout simplement de se rappeler, il y a pas de santé sans santé mentale, que notre santé mentale, elle est évidemment indissociable de notre santé physique et de notre santé sociale, et qu'on doit prendre soin de notre santé mentale au même titre que notre santé physique. C'est un état, en fait, qui est en mouvement, permanent, un état d'équilibre qu'on recherche, tous. La définition qu'en donne l'OMS, bah, c'est un état de bien-être qui nous permet, de dépasser les tensions normales de la vie, à accomplir un travail, à pouvoir vivre dans sa communauté. Alors il faut distinguer, hein, santé mentale, troubles psychiques, hein, c'est des termes qui sont, différents, même s'ils sont interreliés, quelque part. Ce qu'on appelle trouble psychique, c'est une pathologie qui va engendrer, des changements majeurs au niveau des émotions, des comportements et qui va altérer le fonctionnement de la vie d'une personne dans toutes, les dimensions de son existence, que ce soit, le travail, les relations sociales, amicales, et qui va perdurer dans le temps. Il y a aussi cette notion de durée quand on parle de troubles psychiques. On peut avoir un trouble psychique et pour autant se considérer en bonne santé mentale, tout comme on peut être en mauvaise santé mentale sans avoir un trouble psychique. On va tous traverser, par exemple, dans la vie des moments, difficiles, de deuil, de rupture, où notre santé mentale va être fragilisée, sans pour autant que ça soit un trouble psychique. La santé mentale, ça regroupe le bien-être physique, ça regroupe le bien-être social, ça regroupe, le bien-être émotionnel. Il y a pas de santé sans santé mentale. Donc la santé mentale, ce mot qui peut faire encore, si peur par moment, c'est une composante de la santé parmi d'autres. 5. Conseil SOS Express. On continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2? Alors sur la question, comment on peut aider une personne en souffrance psychique ou comment, cheminer aux côtés d'un proche, en rétablissement? Alors c'est une question qui est impossible de répondre en une seule phrase. Je pense qu'il faut se souvenir que quand on parle de rétablissement, c'est la notion d'espoir qu'il est, essentiel de garder et de cultiver en soi pour pouvoir aider l'autre. Donc se rappeler en permanence que même si la porte de sortie de cette souffrance, elle n'est pas visible à l'instant T, elle existe quelque part.
Et ça, c'est ce que j'essaye de faire en tant que père aidante quand je suis amenée à rencontrer, à aider des personnes qui ont, un vécu similaire au mien. C'est vraiment me rattacher profondément à l'espoir et il s'agit même pas forcément de le dire à l'autre. Il s'agit vraiment de le ressentir en soi pour pouvoir l'offrir dans notre qualité de présence. Et une piste pour ça qui me paraît intéressante, c'est le faire avec l'autre, c'est le faire ensemble. C'est-à-dire, tu vois, plutôt que de dire: «Ah bah, tu devrais faire du sport, tu devrais te bouger», c'est peut-être lui montrer le chemin en lui proposant: «Là, je vais aller marcher, est-ce que tu veux m'accompagner?» Il va nous dire non une fois, il va nous dire non 15 fois, 1000 fois, 100 000 fois peut-être et un jour, il va nous dire: «Oui, bah oui, je veux bien venir avec toi cette fois-ci». Parce que le fait de ne pas avoir perdu ce regard positif sur l'autre, de ne pas avoir perdu cet espoir, nous permet, nous aussi, en tant qu'aidants, quand on est dans cette place-là, de répéter nos propositions. Voilà, c'est Voltaire qui dit: «Bah, l'espérance de guérir, c'est déjà la moitié de la guérison». La recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos. Il y a quelque chose qui me tient à cœur de partager. Dans mon propre parcours de rétablissement face aux troubles psychiques, il y a eu une transformation, alors c'est toujours très progressif, mais qui s'est opérée quand j'ai commencé à considérer ma souffrance comme une expérience humaine parmi d'autres, pour laquelle lutter, combattre ou fuir, ça m'était complètement inutile. Moi, ça pouvait empirer ou aggraver mes symptômes ou la situation. Et donc, tu vois, à partir du moment où j'ai considéré que le trouble, la souffrance qui m'habite, c'est une expérience, bah, j'ai pu commencer à aller vers, l'acceptation. Sachant que, voilà, ça vit en moi, que je pourrais jamais faire disparaître, intégralement cette partie de moi. Et je me suis dit: «Bah, ma zone de pouvoir, ma zone de créativité, elle est peut-être là, dans l'acceptation de ce que je traverse et dans la prise de conscience de l'impermanence de cet état». Car à un moment donné, quoi qu'il arrive, ça évolue. Quand j'ai une galère ou un coup de mou, j'ai toujours, tu vois, cette idée d'expérience et d'impermanence qui me vient à l'esprit. Ça rend les choses, désagréables de la vie plus supportables. Avec, l'expérience et l'impermanence vient aussi la notion d'apprentissage et de connaissance de soi. Qu'est-ce que ce coup de mou va pouvoir m'apprendre sur moi-même dans la manière dont je le traverse? Même si quand on est au pic de la douleur, on le voit pas forcément, parce qu'on la prise de recul est pas possible à ce moment-là. Maintenant, dans la vie, quand il m'arrive une galère, j'ai tendance à me dire: «Ça pourra pas être pire que ce que j'ai traversé précédemment» et donc de me rattacher, aux expériences les plus douloureuses en me disant: «Mais j'ai déjà traversé ça», c'est quelque chose qui m'aide à faire face, aux galères et aux coups de mou, à venir, parce qu'il y en aura d'autres, c'est certain. Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne fait? Mais j'aimerais bien en avoir un des scoops, alors sur le s j'ai pas de scoop. J'aimerais bien, j'imagine que s'il y avait un scoop, on aurait, soulagé la souffrance de nos proches depuis longtemps. Ça n'existe pas pour moi, ça serait réduire vraiment une question très complexe, peut être abordée qu'au cas par cas. Mais ce que je peux dire quand même, sur cette question, comment aider un proche en souffrance psychique, c'est que, dans bien des situations, on a peur en fait d'intervenir, on a peur de faire de l'ingérence dans la vie de l'autre. On a peur de notre impuissance aussi face à celui qui souffre, de nos émotions, de celles des autres. On a peur de pas pouvoir quoi répondre face au mal-être de celui qui va mal et face à toutes ces peurs, parfois notre tendance naturelle, c'est d'occulter cette souffrance que l'on voit chez l'autre, c'est d'essayer de la rationaliser aussi, se dire que ça va passer, qu'on se fait des films et je pense qu'on oublie l'essentiel qui est de pas ignorer cet autre qui souffre et qui peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, on n'en sait rien, aimerait qu'on fasse le premier pas vers lui. Alors peut-être, et c'est qu'une suggestion, le truc qui ferait du bien dans nos relations, que ce soit avec nos amis, avec nos collègues, c'est, de transformer, tu sais, nos «comment ça va» de politesse auxquelles on n'écoute pas la réponse en «mais là, en fait, comment ça va vraiment pour toi? Comment ça va vraiment pour toi en ce moment?» et donc d'ouvrir ainsi plus souvent, plus spontanément des espaces de dialogue où on se rappelle les uns les autres que c'est OK, on peut aussi parler de nos vulnérabilités, on peut aussi parler de ce qui nous fragilise. On n'est pas toujours obligé de se cacher derrière nos masques et nos apparences de solidité. C'est quoi les 3 gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet? Si je devais retenir que 3 gestes, je dirais le premier, développer son écoute, active et sensible. Souvent, tu vois, on a l'impression qu'on sait écouter l'autre,
Mais en vérité et c'est normal, hein, on fait beaucoup d'erreurs dans notre communication de tous les jours, on coupe la parole, on se prend en exemple, on interrompt, on veut absolument conseiller à partir de sa propre conception du monde. On a peur des silences aussi, le silence nous terrifie et ça c'est normal, hein, qu'on soit un petit peu gauche, dans cette écoute parce qu'on l'apprend pas à l'école et écouter véritablement, les ressentis, les émotions, de l'autre, c'est un geste de tendresse, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Ça nous demande aussi de prendre le temps dans la relation, de prendre le temps et on sait à quel point le temps aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, c'est ce qui, nous manque parfois le plus. Donc ça, je dirais, c'est le 1er geste qui, me paraît important. Ensuite, quand on veut aider une personne, on a souvent tendance à vouloir conseiller, à outrance et je dirais que le 2e geste, c'est plutôt de proposer un soutien informationnel, qui va d'ailleurs nécessairement découler de l'écoute active, donc d'être un peu attentif aux mots forts que nos proches peuvent nous dire. Si notre proche nous parle d'anxiété, de mal-être, de solitude, de burn-out, c'est jamais anodin et c'est peut-être l'accompagner dans une recherche d'informations pour trouver des ressources en santé mentale, parce qu'en fait, il en existe beaucoup, et de le mettre en lien avec les bonnes personnes qui peuvent l'aider, que ce soit des professionnels, des associations ou autres. Donc, premièrement, développer son écoute active et sensible. Deuxièmement, apporter un soutien informationnel plus que du conseil. Et 3e geste, c'est un geste que l'on s'applique à soi-même quand on veut aider l'autre, c'est de ne pas s'oublier dans la relation d'aide, de continuer à prendre soin de soi, ce qui implique aussi de connaître ses limites pour ne pas se noyer dans la souffrance de l'autre. Et c'est loin d'être évident de s'accorder la même aide que l'on veut donner aux autres. Et enfin, le petit écart auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle. Et bien le petit écart qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est qu'on a le droit de demander de l'aide quand ça va pas. Si ça fait un certain temps que cette motivation se fait la malle, autorisons-nous à le dire à une personne en qui on a confiance ou le cas échéant, si on en ressent le besoin, à un professionnel. Demander de l'aide, c'est un réflexe, qu'on n'a pas forcément dans notre société parce que l'entraide, malheureusement, c'est peut-être pas la valeur centrale qui jalonne nos parcours éducatifs et professionnels. On est dans un système très compétitif et je pense qu'il est peut-être temps qu'on change de paradigme d'ailleurs et qu'on se sente pas obligé en permanence d'être motivé, d'être heureux, d'être ultra productif. Voilà. Ensuite, on n'a pas toujours besoin forcément d'une aide extérieure. On a toutes et tous des ressources qu'on peut activer dans les moments où ça va un peu moins bien. Mais quand le besoin se fait ressentir, ne pas hésiter à aller solliciter de l'aide de son entourage ou d'un professionnel de santé. La stigmatisation et les représentations qu'on a des troubles psychiques, mais aussi du mal-être, de la vulnérabilité en général, sont un frein, à l'accès à l'aide et aux demandes d'aide. Alors parmi d'autres, hein, il y a d'autres freins qui existent, hein, bien évidemment et on peut s'interroger, en fait, pourquoi on se refuse d'être aidé? Par moments, pourquoi on refuse cette aide? Le pestacle, il est déjà fini? Bah non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode. À très vite sur le podcast Double Cosmos pour partager ma success story ordinaire. Et oui, tu viens d'écouter la version fast de la double interview Fast and Vast. Et tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur la Vast Interview. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.